Alors, donc je me présente, donc Sébastien Bruer de l'IRSST. Donc effectivement, je vais vous présenter des résultats de recherche sur le Lean. Cela dit, on est quand même dans une session sur les freins. Donc oui, c'est peut-être pas un cancer ou une bactérie, ça va peut-être pas quand même être super positif. Donc la présentation, c'est les modalités du travail d'organisation du Lean qui peuvent freiner un rapprochement vers une organisation capacitante. Alors pour commencer, en fait, je vais vous expliquer, j'espère que vous êtes à peu près tous au courant de ce que c'est qu'un ergonome, puisque c'est ce qui peut me qualifier le plus proche. Mais je vais quand même reprendre qu'est-ce que c'est qu'un ergonome. Ça va vous permettre un petit peu de voir le positionnement théorique qu'il y a derrière ça, et du coup comment on va aborder avec ça les outils du Lean et comment on va l'analyser derrière ça pour identifier donc, ces fameuses modalités qui peuvent freiner un rapprochement vers une organisation capacitante. Pour ça, je vais utiliser une anecdote de Jacques Durafour. Alors pour ceux qui me voient depuis plusieurs fois, ils en sont tannés parce que je reprends toujours. Je m'en excuse. Mais en fait, l'idée c'est que moi j'ai été formé, entre autres par Jacques, à l'ergonomie, et il y a un exemple qui donnait souvent pour expliquer un petit peu quelle était l'approche de l'ergonome par rapport aux situations de travail, et j'aime bien le réutiliser parce que je le trouve très explicite. Et en plus, ça a un beau rapport avec le fait que je sois français, puisque c'est un exemple avec du fromage. Alors, c'est une situation qui se situe donc dans la phase d'affinage de fromage, où, comme on voit ici, on a à retourner à intervalles réguliers les fromages. Alors, l'idée, c'est tout simplement qu'ils s'affinent de manière égale. Donc, on prend les fromages et puis on les retourne. Et normalement, c'est relativement standardisé. On va les retourner tous les 5 jours. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour donner un exemple. Et dans une entreprise, il y avait un employeur qui avait estimé que cette phase-là était une tâche à non-valeur ajoutée. Ça n'importait rien. Donc, avait décidé de l'automatiser. Il a fait appel à un automaticien qui est venu observer le travailleur. Voilà, c'est facile, ils prennent le fromage, ils le retournent, ils le remettent. Facile. Donc il a fait un robot qui fait tout à fait ça. Et voilà, c'est super simple comme robot, il identifie s'il y a un fromage ou pas, il passe sa palette dessous, il le sort, il le retourne, il le remet. Super facile. Problème, plusieurs mois après, il y avait, l'employeur rappelle l'automaticien en disant ça va pas du tout ta machine, j'ai des retours qualité, j'ai des pertes de marché parce que les clients ne veulent plus du tout des fromages. Alors, l'automaticien il retourne sur la situation de travail, il regarde son robot, quand il y a un fromage, il passe sa palette, il sort le fromage, il le retourne, il le remet, quoi. C'est pas sorcier. Et là, c'est à travers une discussion avec Jacques Durafour qu'il a pris conscience d'une caractéristique qu'il avait identifiée dans les premiers temps, quand il était venu observer les travailleurs. C'est que oui, 99% du temps, les travailleurs, ils prennent le fromage, ils le retournent, ils le remettent. Mais peut-être une fois, deux fois, le travailleur, il avait pris le fromage, il l'avait senti, il l'avait touché, et puis il l'avait remis tel quel sans le retourner. Et en fait, ce que Jacques lui a fait prendre conscience, c'est que la tâche, c'était retourner le fromage, mais en fait, l'activité de travail de ces personnes-là, c'était identifier l'état de maturité des fromages pour identifier s'il faut les retourner ou s'il ne faut pas les retourner. Parce qu'en fait, oui, dans la théorie, c'est tous les 5 jours. Mais en fait, le lait n'est pas toujours pareil, l'état, la qualité, etc. n'est pas toujours exactement la même. Donc il faut réguler cette dimension-là. Et c'était ça, leur vrai travail. Et l'idée, c'est que le regard de l'ergonome, c'est justement ce décalage. On ne regarde pas uniquement ce que la personne est en train de faire, retourner ou ne pas retourner le fromage, mais c'est de comprendre le sens qu'il y a derrière, pourquoi elle fait ça. Et à ce moment-là, on a son vrai travail, son activité de travail qu'on appelle, qui est effectivement, là, son activité de travail, c'est analyser l'état de maturité des fromages. Et ça engendre tout un ensemble de fondements théoriques. Tout d'abord, on part de l'idée que la tâche prescrite, c'est pas la tâche réelle. La tâche prescrite, je retourne les fromages tous les 5 jours, tâche réelle, des fois, je ne la retrouve pas.
Et puis qu'il y a une autre distinction qui est entre la tâche et l'activité. La tâche, je peux la regarder, c'est facile, il retourne les fromages. Bien, il ne retourne pas les fromages. C'est ça la tâche qu'il a fait. Mais son activité de travail, je ne la vois pas si je ne lui demande pas. Ok, mais là tu viens de le faire, mais pourquoi tu ne le retournes pas? Et là, il va pouvoir m'expliquer, bah non, c'est parce que j'ai analysé que ce fromage-là, je n'ai pas besoin de le retourner. Et puis, il y a une autre caractéristique, c'est que mon activité de travail, elle est différente de mes possibilités d'agir. C'est-à-dire que, oui, là, il ne faudrait pas que je le retourne, mais j'ai mon chef qui est juste au bout, puis si je ne le retourne pas, je vais me faire engueuler. Alors, mon action, finalement, je le retourne, mais ma possibilité d'agir m'aurait poussé à dire, bah, il n'aurait pas fallu que je le retourne. Donc, c'est une autre distinction par rapport à ça. Et puis, il y a une autre caractéristique qui ressort de ce cas, c'est effectivement les conditions de réalisation du travail, elles sont variables. Les fromages, ils ne sont pas tous pareils. Donc, je suis bien obligé de le prendre en compte, finalement. Et en plus, dans certains cas, elles sont incompatibles entre elles. C'est-à-dire que si je veux produire plus, il faudrait que je retourne plus de fromage. Mais si je le fais, j'ai le même problème qu'avec mon robot, je vais avoir des défauts qualité. Et puis, ça peut être incompatible avec les caractéristiques des travailleurs. Vous avez vu la taille des fromages. S'il doit retourner toute la rangée jusqu'au bout, c'est sûr qu'il va avoir des problèmes de santé. Et ça nous conduit aussi à nous poser la question de la manière dont est construit finalement l'activité concrète. Comment l'opérateur il arrive d'abord à se décider je retourne ou je ne retourne pas, et comment il construit ses compétences. Et pour ça, on a un modèle que j'ai un petit peu adapté de Ferney-Goudet qui nous dit l'action, la tâche, je retourne ou je ne retourne pas le fromage, elle est issue de mon choix, issue de mon analyse, j'ai analysé la maturité du fromage. Hein. Et puis, il est issu également de ce que je suis capable d'imaginer. Si je suis un novice complet dans ce secteur d'activité, moi, on me dit la consigne, c'est retourne tous les 5 jours, je retourne tous les 5 jours. Je ne suis pas capable d'analyser comment il faut repérer la qualité des fromages. Je ne suis même pas capable d'imaginer que je peux ne pas le retourner. Donc ça ne fait pas partie de mon magasin de stratégie. Et l'autre caractéristique, c'est que ce magasin de stratégie, donc de ce fait-là, il me vient de quelque part. Il me vient à la fois du fait que j'ai des ressources dans l'action, j'ai le fait que oui, je peux ne pas le retourner, mais il y a aussi des facteurs qui m'ont fait prendre conscience de ces caractéristiques-là. Et le facteur central, bien sûr, ça va être les autres, les collègues, la formation éventuellement, qui vont me dire, alors ton travail, ça va être d'analyser le fromage. Et alors là, tu vois comment il sent, tu vois comment il se touche. Celui-là, non, on va le remettre une journée de plus, on retournera demain. Donc il y a tout un processus finalement à la construction de mon activité. Et quand on parle notamment de développement de l'activité, c'est pas simplement le développement de cette partie-là, c'est aussi le développement de cette partie-là. Cette capacité à avoir des choix dans mon action, un magasin de stratégie plus large, mais aussi une capacité à imaginer des actions différentes. Je suis capable d'imaginer d'autres façons de faire, que ça peut être gestuel également, etc. Après cette petite digression, revenons à notre cancer, le lean. La peste. Hein? C'est la peste. La peste, oui, c'est ça qui était, c'était la peste, c'était pas le cancer. Les résultats que je vais vous présenter, ils viennent de deux interventions différentes et de deux demandes différentes. Une première qui a été faite par la CARSAT Rhône-Alpes, qui est l'équivalent un petit peu de la CNESST régionale, qui disait qu'il y a de plus en plus d'entreprises industrielles qui mettent en place le Lean. Du coup, ils ont une augmentation de troubles musculo-squelettiques. Du coup, nous, on augmente leur cotisation. Du coup, ils viennent gueuler en disant « Non, mais c'est gentil, mais nous, vous avez une solution ?» Parce que eux, non. Donc, ils nous demandaient qu'est-ce qu'on leur propose, quoi. Et une plus récente du syndicat ici, de la CSN, qui disait de plus en plus d'entreprises industrielles et en santé, ce qui était une nouveauté ici, déploient le Lean. Comment est-ce qu'on peut aider nos membres à être attentifs à ce qui se joue dans la situation de travail, qu'est-ce qu'ils doivent négocier, à quoi ils doivent faire attention, etc. Alors, face à ces deux demandes, ça nous a nécessité d'abord d'aller nous demander qu'est-ce que c'est que le Lean, bien évidemment. Alors, c'est en fait assez ancien, puisque c'est le modèle Toyota, et Toyota a construit petit à petit ce modèle-là depuis les années 50. Alors on s'entend que le modèle Toyota des années 50 n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui, mais ça c'est comme une évolution petit à petit.
Dans les années 80, il y a un ensemble de chercheurs américains qui ont essayé de conceptualiser ce modèle Toyota qui était caché évidemment à l'intérieur de l'entreprise, et ils ont créé un concept qu'ils ont appelé le Lean Manufacturing. Alors, on s'entend, c'est comme un idéal type extrait de leurs observations par rapport à ça. À la suite de cette conceptualisation, ça a fait comme boule de neige dans les entreprises. Ah, mais c'est génial! Et beaucoup d'entreprises industrielles, d'abord dans le secteur automobile, puis ça s'est répandu petit à petit, ont commencé à mettre en œuvre dans les années 90. Et puis, depuis le milieu des années 2000, il y a d'autres secteurs d'activité, dont le secteur de la santé ici au Québec, où ils se sont dit « Ah, mais tiens, on pourrait utiliser ce truc-là, ça marche vachement bien. » Qu'est-ce que c'est concrètement? En fait, c'est une méthode de rationalisation de la production qui est centrée sur la chasse au gaspillage. Et on va voir, c'est prédéfini qu'est-ce que c'est qu'un gaspillage. Et pour réaliser cette chasse au gaspillage, il y a plusieurs dizaines d'outils, ça dépasse peut-être la centaine, j'en sais rien, parce que c'est quasiment impossible de tous les lister, des outils et des dispositifs de gestion. Alors, ça donne un aspect protéiforme, c'est-à-dire que les chercheurs eux-mêmes n'ont pas une définition précise de tous les dispositifs, etc. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément d'accord entre eux. Mais si vous allez dans une entreprise peut avoir mis en place des groupes Kaizen, une autre peut ne pas l'avoir fait, une entreprise peut avoir mis en place des outils de communication, des boîtes à idées, etc. Une autre peut ne pas l'avoir fait, etc. Ça n'a pas, certaines peuvent avoir mis en place des travaux d'équipe, d'autres pas. Donc c'est très protéiforme. Ce que c'est que le Lean, c'est pas très précis. C'est pour ça que pour réussir à se dire à quel moment on est dans du Lean, à quel moment on n'en est pas, on s'était parti de l'idée qui est une idée de deux auteurs, Shah et Ward, que le Lean, en fait, il y a du Lean lorsqu'il y a des outils de Lean, de gestion Lean, entre guillemets, dans 4 domaines. Le plus connu, c'est bien sûr le juste à temps, hein. Mais en fait, il y a aussi des outils dans la gestion de la maintenance, la gestion de la qualité et dans la gestion des ressources humaines, dont les fameux Kaizen, etc., la dimension participative. Après, donc pourquoi il y avait une légitimité finalement aux demandes? C'est que lorsqu'on regarde la littérature, il y a une discussion, un mini-débat qui est très mini, vous allez voir, entre des auteurs qui disent le Lean, ça va dans le sens de la santé au travail par rapport au taylorisme, parce que ça apporte plein de choses, ça apporte une nouvelle façon de concevoir les lignes, ça apporte une participation des salariés, ça, on va voir sur le terrain, c'est vraiment intéressant, on part du terrain pour analyser les besoins, etc. etc. Sauf que, et vous le voyez ici, il y a une beaucoup plus grande proportion d'auteurs qui nous disent ouais, ça engendre quand même une grosse dégradation avec des augmentations du stress des travailleurs, avec des augmentations des troubles musculo-squelettiques des travailleurs. Donc c'est pas si bon pour la santé en fait. Le défaut, c'est qu'ici, en fait, ils partent beaucoup sur une dimension théorique, c'est-à-dire ça devrait, si vous l'appliquez comme il faut, ça devrait faire ça. Ils ne sont pas allés vérifier si ça le fait vraiment. Et d'un point de vue prévention, ce qui nous pose problème ici avec cela, c'est que c'est beaucoup des éléments statistiques, c'est-à-dire qu'ils essayent de voir, ok, est-ce que ça a augmenté les TMS, est-ce que ça a augmenté le stress, mais ça ne nous dit pas c'est quoi le mécanisme. Pourquoi ça le fait? Puis en plus, quand c'est statistique, ça veut dire que, mettons, il y a 90% de gens ça augmente, ça veut dire quand même il y a 10% où ça ne le fait pas. Alors pourquoi ça ne le fait pas? Pourquoi ça le fait? Donc il lui fallait aller un peu plus loin. Coup de chance, il y a aussi des études où ils ont fait des études de cas précis sur des outils particuliers du Lean pour regarder c'est quoi le mécanisme qui joue, mais vraiment sur ce micro, sur cet aspect plus micro. Puis là, ils se sont rendus compte, par exemple, il y a une façon d'organiser les lignes de production qui sont réfléchies, par exemple, en les mettant en U, qu'on retrouve ici dans le milieu hospitalier, dans les services de distribution de nourriture aux patients. Et la base de la logique de ce dispositif-là, c'est de dire on va pouvoir gérer la variabilité. Alors évidemment, dans la distribution des repas aux patients, ça va être une bonne idée, parce qu'effectivement, chaque patient peut avoir une diététique différente. Donc ça avait cette logique-là. Et puis ça avait aussi la logique de dire, du coup, le salarié, il fait tout le truc, donc il a une variété gestuelle. Et en fait, d'abord, ça ne fonctionne pas du tout dans le sens où ça nécessite une grande stabilité, parce que ça veut dire que la charge cognitive pour la personne, si à chaque fois qu'elle fait le truc c'est complètement différent,
faut vraiment être hyper concentré pour que ça fonctionne. En plus, l'idée, c'est de faire fonctionner ces lignes avec plusieurs opérateurs qui se courent les uns derrière les autres, qu'ils appellent le chasse-patate ou chasse-lapin. Mais alors, du coup, s'il y en a un qui va moins vite, il gêne les autres. S'il y en a un qui va super vite, il se retrouve... Alors, il faut aussi, en plus du travail cognitif, de se rappeler qu'est-ce que je suis en train de faire, qui est différent de ce que je fais juste avant, de ce que je vais faire juste après. Il faut que je gère comme la collaboration avec les autres pour qu'on ne se rende pas compte. Donc ça fait une surcharge vraiment cognitive extrême. Tout ce qui est élargissement, enrichissement des tâches qui correspond en fait au fait qu'on va leur dire bah, maintenant vous allez pouvoir faire du contrôle qualité en plus, ça va être varié. Ouais. Mais, en fait, il y a le même laps de temps qu'avant, mais sauf qu'il y a le contrôle qualité en plus, donc ça crée une pression finalement phénoménale. Sans compter que du coup ils deviennent redevables de la qualité, s'ils sont bourrés dans l'analyse qualité, bon, ça leur tombe dessus. Il y a une élimination des gestes inutiles. Donc, parmi les gaspillages qu'on va voir tout à l'heure, on élimine les gestes qui servent à rien. Par exemple, on va dire les déplacements, ça sert à rien. Donc vous ne vous déplacez plus, on va s'organiser pour que vous n'ayez pas à vous déplacer. Alors c'est génial, qui marchent moins, ils sont moins fatigués. Oh ouais, sauf qu'un déplacement, c'est aussi une occasion de récupérer, de changer son activité gestuelle, etc. Et puis, des fois, l'occasion de se déplacer, c'est d'aller prendre aussi des informations sur ce qui va me tomber dessus dans la ligne de production à l'avance. Et donc, on va avoir des besoins du travail qui ne sont pas pris en compte. Et tout un ensemble de dispositifs ressources, entre guillemets, qui sont peu ou mal utilisés. C'est-à-dire qu'on dit, ah oui, il y a du participatif, il y a des groupes Kaizen. Quand on regarde les groupes, d'abord, il n'y a pas toujours des groupes Kaizen. Et ensuite, quand on regarde les groupes Kaizen, bien souvent, ce n'est pas participatif du tout. Tout est prédécidé à l'avance, on se contente d'attendre d'autorisation, finalement. On met en place des systèmes de rotation, etc. Mais ce n'est pas du tout, finalement, organisé. Les gens se retrouvent sur des postes différents, mais où ils font la même activité gestuelle, donc ça n'a aucun intérêt d'un point de vue santé, etc. Et puis, on leur dit, bah, vous allez travailler en équipe, ça va être bien, vous allez avoir du soutien social. Sauf qu'on leur met des indicateurs collectifs de performance, et aussi on leur fait apparaître les éléments individuels. Donc on voit, ah tiens, toi t'es mauvais, c'est toi qui fais baisser la cote de l'équipe. Et au lieu d'avoir un travail d'équipe et de soutien, ça se transforme en pression sociale. Bref. Il y a tout un ensemble finalement d'éléments, de mécanismes qui se jouent dans le ligne et qui peuvent engendrer des problèmes. Et l'un des problèmes centraux, c'est effectivement la perception qu'on a et de qu'est-ce que c'est que l'activité de travail. Et on revient sur les affaires de fromage qu'on avait au début. C'est-à-dire que si on imagine que le travail, c'est retourner les fromages, ben on va remplir le temps d'activité de retournement de fromage. Et du coup, ben bien évidemment, retourner les fromages, un robot, il peut le faire. Donc on va standardiser, répéter, automatiser cette activité-là. Mais si au contraire, vous réfléchissez sur le fait que l'activité de travail, c'est pas retourner les fromages, mais c'est analyser la maturité des fromages, donc c'est être en capacité de réfléchir, de réguler ce que j'ai à faire, ben là ça change pas mal de choses. Ça change la formation. C'est évident, si c'est retourner les fromages, on va pas former les salariés, ça sert à rien. Si par contre il faut les former à analyser la maturité, là c'est pas mal plus compliqué. Ne serait-ce que récupérer l'information de comment ils font. Si vous leur dites alors vous faites quoi, ils vont vous dire bah, je retourne des fromages. On va rajouter t'es con, tu vois bien. Si on leur dit oui mais là tu l'as pas retourné. Ah bah oui mais c'est parce que là celui-là il sent différent. Il sent quoi? Il sent les pieds principalement, c'est peut-être pas froid. Donc ils ne sont pas capables de l'expliquer. Et ça veut dire aussi qu'on change la manière dont on va réfléchir le système de production. Là on voit bien, d'un côté on peut l'automatiser, de l'autre on ne peut pas. En tout cas pas complètement. On voit bien que c'est pas idiot nécessairement d'avoir une machine qui retourne le fromage. La tâche de retourner, effectivement, elle peut. Mais ça prend quand même quelqu'un pour analyser, faut-il le faire ou pas. Et puis ça joue aussi sur la manière dont on va gérer les travailleurs, s'adresser à eux. Si vous dites que leur travail c'est retourner les fromages, pourquoi vous iriez à faire des kaizen, à leur poser la question sur qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font? Ils s'en foutent, ils retournent des fromages. Pourquoi s'adresser à eux en se posant des questions sur ce qu'ils font, sur quelles compétences ils ont en ont aucune, ils retournent des fromages. Si au contraire vous dites ils analysent le fromage, là c'est une compétence que moi manager j'ai pas. Comment tu fais, vraiment c'est compliqué, qu'est-ce qui joue dans ta situation de travail, et ça change évidemment complètement la façon dont on va se comporter en tant que manager. L'autre caractéristique qui est globale, qui cette fois-ci qui n'est pas du tout liée au lean, enfin la première non plus n'est pas liée au lean, on peut trouver ces mêmes mécanismes aujourd'hui, c'est qu'il y a une dissémination du sens global de l'organisation.
Ça fait bien, ça fait intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que les projets de rationalisation du Lean et d'autres projets de rationalisation rencontrent un problème particulier, c'est que les acteurs, les managers, ont de plus en plus d'outils à leur disposition. Et ils maîtrisent de moins en moins conceptuellement qu'est-ce que ça veut dire. Il y en a tellement que je ne peux pas tous les maîtriser. Donc je fais du reporting, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça devient complètement abstrait et je ne sais pas quel sens ça a et quel effet ça peut avoir sur les travailleurs d'avoir ça. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il y a une démultiplication des acteurs. On va avoir le responsable qualité, le responsable Lean, qui viendra, le responsable amélioration continue, pourquoi c'est pas le même que Lean, on ne sait pas, le responsable méthode, le responsable machin. Si on est dans le secteur hospitalier, on va avoir notre coordinateur clinique, on va avoir notre gestionnaire, on va avoir le médecin, voilà. Tous prennent des décisions sur la situation de travail, sans se concerter, et ils ont chacun finalement comme objet à gérer un micro-morceau de la situation de travail, et du coup la situation elle-même devient entre guillemets incohérente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexion pour que ça fonctionne en cohérence les uns avec les autres. Alors, ça c'est des problématiques globales, c'est pas lié aux modalités du Lean, on peut le retrouver ailleurs que dans le Lean complètement. Maintenant la question c'est de dire, bon, dans le Lean, qu'est-ce qui fait basculer finalement l'organisation vers quelque chose qui va être plus positif pour la santé, vers quelque chose qui va être plus négatif dans le processus de mise en place du Lean. Et pour ça, on a fait appel finalement à un concept. D'abord, pour savoir qu'est-ce qui était positif, on est parti de l'idée que ce qui serait positif, c'est que l'organisation devienne capacitante. Qu'est-ce que c'est qu'une organisation capacitante? C'est une organisation qui va nous permettre de faire gonfler notre magasin de stratégie. C'est-à-dire que les salariés sur le terrain vont acquérir de nouvelles possibilités d'agir dans leur action de travail. Et ça, il y a 3 caractéristiques à ces organisations capacitantes. Première caractéristique, il y a des espaces de discussion qui sont prévus et qui se portent sur le travail, sur l'activité de travail concrète, sur le fait de savoir comment on définit la maturité des fromages. Dans ces espaces-là, l'organisation parvient à recueillir des informations sur l'activité, et elle les utilise pour transformer les règles qui la composent. On peut transformer les contraintes qu'on a et les ressources qu'on a à disposition. Et puis troisième caractéristique, en échangeant entre opérateurs, on va avoir ce gonflement du magasin de stratégie et on va partager ensemble un référentiel commun de stratégie sur comment on fait face aux aléas, aux différents types d'aléas. Donc c'est ça les caractéristiques qu'on va pousser et on va regarder effectivement s'il y a des modalités dans les prises de décision qui vont favoriser l'un ou l'autre de ces 3 caractéristiques de l'organisation ou qui vont, et c'est surtout ce qu'on va regarder ici, qui vont empêcher l'arrivée de ces éléments. Et on le regarde en fonction de où est-ce que se trouve, sur quoi porte cette prise de décision. Si elle porte sur l'organisation de l'établissement, sur l'organisation de la production ou sur l'organisation du travail, pris au sens de l'organisation de cette activité de travail. Première caractéristique dans les projets Lean, la régulation paritaire. Est-ce que votre projet a été fait paritairement ou pas? Une grosse différence, et c'est pas simplement le fait qu'il ait été fait paritairement, c'est comment vous avez construit la relation paritaire au cœur du projet. Et ça engendre tout un ensemble d'effets. Par exemple, pour favoriser les espaces de discussion, est-ce que les acteurs patronaux et les acteurs syndicaux sont prêts à prendre en compte les enjeux des salariés? Dans nos cas, donc là, je ne sais pas dit combien il y avait de cas en tout, il y a une douzaine de cas d'entreprises en fait en France et au Québec. Ce qu'on se rend compte, c'est que pour prendre en compte, le fait de prendre en compte les enjeux des salariés, ça peut être bloqué par les acteurs patronaux, mais ça peut aussi être bloqué par les acteurs syndicaux qui portent eux-mêmes leurs propres enjeux. C'est-à-dire que nous, on veut par exemple le rapatriement de telle et telle tâche qui est fait dans le privé, puis on veut le ramener dans notre service. Mais les salariés, eux, ça les intéresse pas, c'est pas ça leur problème. Et du coup, il y a un décalage qui peut arriver.
Bien évidemment, il y a une dimension de transparence. Ce qui est arrivé à plusieurs reprises, c'est qu'il y a des groupes qui sont mis en place de type un peu Kaizen et qui sont paritaires, puis il y a d'autres groupes qui ont lieu complètement à côté, non officiels, menés par la partie patronale uniquement, et les acteurs syndicaux et les salariés la prennent par la bande. Ils travaillent sur la même chose que nous, mais on n'a pas été prévenus. Et du coup, évidemment, ça bloque un peu après les espaces de discussion, on a moins envie de discuter ensemble. Et puis, il y a le fait d'avoir une vision globale ou morcelée. Est-ce qu'on fait plusieurs groupes? C'est arrivé à plusieurs reprises dans nos cas, où ils font des groupes. On fait un groupe sur l'organisation du travail, on fait un groupe sur les temps de travail, on fait un groupe sur l'activité de nettoyage, on fait un groupe sur... Et puis en fait, c'est pas du tout discuté globalement, et les décisions d'un groupe impactent les décisions de l'autre groupe, mais comme ils n'échangent pas, il n'y a pas de cohérence dans la situation de travail. Autre aspect, c'est pour modifier les règles qui composent l'organisation, il faut faire l'effort d'aller connaître l'écart entre le prescrit et le réel. Et dans un certain nombre de cas, les outils qui sont décidés qui sont pris collectivement, patronal, salarié, ne permettent pas cette décision, parce que ni d'un bord ni de l'autre, on a des acteurs qui ont cette vision de fait de dire le prescrit sera différent du réel. Donc ils sont comme bloqués avec leurs outils. Une implication de la haute direction. Si c'est uniquement des managers de proximité qui participent dans les espaces de discussion, ils n'ont pas forcément le pouvoir de faire les transformations qui sont discutées. Donc des fois, on a des discussions, tout le monde est d'accord dans le groupe, et après le manager il monte en disant voilà, on a décidé de faire ça, ça, ça. La haute direction, qui en plus n'a pas forcément la vision, n'a pas compris tout le débat qu'il y avait eu dans l'espace de discussion, dit non, on ne fait pas ça. Alors forcément, ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a la nécessité de sortir du carcan des Bouddhas. C'est-à-dire que si la personne qui vient dans le groupe et qui est décidée donc paritairement, elle dit non, le mandat que l'on donne aux personnes qui vont être dans le groupe, c'est uniquement faire ce qui est prévu dans le lean, donc les fameuses prédéfinitions. Il y a un certain nombre de problèmes de la situation de travail qui ne sont pas discutés. Donc les salariés disent, mais est-ce qu'on peut discuter de l'ambiance lumineuse? Mais est-ce qu'on peut discuter de la hauteur des tables? Ah non, ça c'est pas un Bouddha, hein, donc non, on ne discute pas. Alors forcément, ça ne facilite pas les choses. Et puis, enfin, tout ce qui va être par rapport au référentiel commun d'action, hein, ce qui va permettre aux gens d'affronter les aléas finalement. Si dans ce qui est négocié au début du projet, on reste sur une dimension purement technique, hein, bloqué par les Bouddhas ou bien bloqué par le fait qu'il faut que ça soit mesurable, etc., on n'arrive pas à discuter sur l'activité de travail concrètement. Et puis, du coup, on ne reconnaît pas non plus le fait que le travail peut être variable. Et notamment, on va le voir juste après, la cartographie de flux de valeur, qui est un des outils du Lean, qui conduit à avoir une vision en une seule possibilité de faire, un seul mode opératoire, et du coup, ça sous-entend qu'il n'y a pas de variabilité. Et voilà, c'est la deuxième phase. Ça, c'est quand on est ensemble, on va se négocier comment va se passer le projet. Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont à définir. Ce n'est pas simplement de se dire on est ensemble, patronat et syndicats, et puis on discute. C'est sur quoi on va discuter, comment on va le discuter, qui peut avoir des répercussions sur le fait, effectivement, de faire des groupes de discussion où on discute vraiment du travail, etc. Deuxième aspect, dans les actions et décisions qui organisent la production, on a deux outils caractéristiques du Lean. Il y a la cartographie de flux de valeur et puis les indicateurs de performance. Alors la cartographie de flux de valeur, en anglais on appelle ça la Value Stream Mapping, VSM, c'est l'acronyme que je vais souvent utiliser. C'est là où on retrouve la définition des gaspillages, des Bouddhas. L'idée c'est qu'on va classer, on va analyser la tâche, les tâches, soit par un niveau d'un poste de travail, d'un îlot, d'une usine, ça peut même être carrément l'usine et ses fournisseurs, et on va suivre le flux de production, puis à chacune des tâches qui vont être réalisées, on va dire est-ce que c'est une tâche à valeur ajoutée, à non-valeur ajoutée. La notion de valeur ajoutée, non-valeur ajoutée, c'est en fait par rapport au client fictif, il n'existe pas, on l'imagine, qu'est-ce qu'il serait prêt à payer. En fait,
l'idée derrière ça, c'est qu'il serait prêt à payer quand on fait une transformation, quand on lui fournit son service. Par exemple, si je vais faire un scanner dans un service hospitalier, ben c'est au moment où on appuie sur le bouton, ça c'est la valeur ajoutée. On a fait mon scanner. Tout le reste, ben c'est pas la valeur ajoutée. Moi, ça ne me sert à rien en tant que client. Alors, vous voyez déjà que ça pose un certain nombre de problèmes. Et l'idée, c'est que ces actions de valeur ajoutée sont prédéfinies. C'est les fameux MUDA. Les gaspillages, il y en a 7 sortes. Et donc par exemple, donc on a les mouvements inutiles, les transports, les déplacements inutiles, des opérations superflues, etc. etc. Donc ça, c'est un problème, et on a tout un ensemble derrière de problèmes conceptuels. Quand on regarde avec notre vision d'ergonome que j'ai présentée au début, il y a tout un ensemble de problématiques. Par exemple, les actions à valeur ajoutée, donc nos fameux 7 MUDA, ils vont être différents des gaspillages identifiés par les salariés. Bien évidemment, le salarié, si on lui dit non, les déplacements inutiles, ça c'est un gaspillage. Il va dire non, le gaspillage, c'est que tu as acheté des tables élévatrices que je ne peux pas utiliser. Ça, c'est un putain de gaspillage. Donc, c'est pas du tout les mêmes. Ensuite, l'autre idée, c'est que ça part de l'idée que c'est des temps qui servent à rien, ils sont improductifs. Mais en fait, c'est pas des temps où les gens ne font rien. Ils réfléchissent pas parce qu'ils ne retournent pas le fromage qu'il n'a rien fait. Il a analysé le truc. Donc, si on élimine, on dit non, tu retournes toujours les fromages, ben, ça ne fonctionne pas. Et puis, du coup, il y a un effet derrière ça, c'est que ça réduit les marges de manœuvre. J'ai plus la possibilité d'avoir le temps pour aller négocier une aide avec mon collègue. J'ai plus la possibilité de recevoir du soutien ou d'en donner. J'ai plus la possibilité de réfléchir sur ma stratégie, puisque tout est condensé où je retourne les fromages sans avoir la possibilité de réfléchir à ce que je fais. Donc ça engendre comme un ensemble de problèmes. Ensuite, c'est un MUDA, c'est un MUDA. Donc un gaspillage, c'est un gaspillage. On ne peut pas à un moment donné se dire c'est une ressource. Donc se déplacer, c'est toujours un gaspillage. Il n'y a pas de réflexion à se dire mais il se déplace pourquoi, ça sert à quoi, qu'est-ce que ça lui apporte. Non, c'est un gaspillage. Point. On ne discute pas. Suffit. Et donc évidemment, nous, ça nous pose un certain nombre de problèmes. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on parlait tout à l'heure de la vision globale, mais chaque gaspillage est pris indépendamment. Déplacement, c'est l'autre aspect, c'est un problème, etc. Mais on ne se dit pas à un moment donné, oui, mais si j'arrête de me déplacer, ça va engendrer tel problème. Alors par exemple, j'ai vu la mise en place d'une analyse comme ça sur l'introduction, la prise en charge d'un patient. On avait pris dans l'idée que le fait de relancer les personnes qui nous avaient référé le patient était MUDA. Donc le demander une fois son dossier médical, oui. Demander 4, 5, 6 fois, non, ça c'est MUDA. Donc on l'enlève. Oublions un petit peu vite que si je ne le redemande pas, c'est parce que je ne vais pas l'avoir, le dossier médical, et donc je ne pourrai pas faire l'action concrète. Donc ils sont pris indépendamment des uns des autres, et ça peut bloquer carrément la possibilité de faire le travail. Et comme je disais, l'autre caractéristique, c'est que ça ne prend pas du tout en compte la variabilité. Vous l'avez vu, il y a un what best way, et c'est analysé comme ça, et ça ressort comme ça. Ça oublie complètement que les fromages ne sont pas tous les mêmes. Ça oublie complètement que comme ils ne sont pas tous les mêmes, ben, je vais avoir des tâches finalement qui peuvent varier, des contournements, des stratégies, des régulations. Ça oublie le fait que ben, moi, aujourd'hui, peut-être je suis en capacité d'analyser les fromages, puis le lendemain, je suis fatigué, je n'ai pas la même capacité d'analyser, je ne vais pas forcément faire exactement la même chose. Ça oublie qu'un tel, il va dire oui, le fromage, il est bon à retourner, l'autre, il va dire non, non. Bah, tu vois bien, là, il faut passer une journée de plus. On n'est pas tous pareils face à ça. Mais ça, non, c'est un seul truc. Donc ça a quand même un certain nombre de problèmes conceptuels. Et puis, il y a un autre problème, c'est la manière dont on va l'utiliser, cette cartographie de flux de valeur. Et ce qu'il y a d'intéressant au départ, c'est qu'ils sont censés aller sur le terrain, ils vont observer. On pourrait se dire pour les ergonomes, c'est vraiment intéressant. Mais ça dépend qu'est-ce qu'ils vont observer. S'ils s'arrêtent à la tâche, ben, ils ne savent pas forcément ce qui se passe. Alors je vous donne un exemple d'un magnifique camion. Vous vous imaginez, vous êtes derrière le camion. D'abord, il reflète vachement bien, donc vous pouvez vous recoiffer à l'intérieur, tellement c'est brillant. Mais si jamais les feux s'allument, vous savez ce que l'opérateur a fait comme tâche. Il a appuyé sur le frein. Ça ne vous dit pas pourquoi il l'a fait.
Est-ce qu'il freine parce qu'il veut simplement ralentir sa vitesse, il va trop vite? Est-ce qu'il freine parce qu'il se passe quelque chose devant puis il veut s'arrêter? Ou est-ce qu'il freine simplement parce que comme vous êtes en train de vous recoiffer, vous êtes trop près et puis il veut que vous reculiez, que vous vous éloignez un petit peu? Donc ça ne donne pas le sens de son action. Le fait d'observer et de regarder, ça ne donne pas le sens derrière. Et donc, tout ça, c'est des modalités de mise en œuvre. Je suis dans merde. Du lead. C'est pas super lead mon affaire. Et donc, c'est tout un ensemble d'éléments, de caractéristiques dans la manière de mener la cartographie qui vont la faire basculer vers un frein à la discussion. Les indicateurs de performance, alors ça c'est pareil, il y a tout un ensemble de nouveaux indicateurs qui sont mis en place avec le Lean. Alors le taux de rendement synthétique, le temps de traversée du processus, le taux de couverture, le nombre de pièces par million qui font défaut, le nombre de mauvaises délivrances de retard dans le délai par million, le nombre de... Bon, il y en a des milliers, mais l'idée c'est ça. Il y a tout un ensemble de nouveaux outils qui l'idée c'est qu'ils sont au plus près de la situation de travail. Ils vont nous permettre de prendre des décisions sur ce qui se joue dans la situation de travail. Le problème, c'est qu'en fait, c'est tous des critères liés à la performance de production, le résultat de mon activité de travail. Combien de fromages j'ai retourné par jour? Et ça ne nous dit pas si ça a été facile ou difficile. Si tous les fromages dans ma journée, ils n'étaient pas à maturité, mon nombre de fromages que je vais avoir retourné va être très faible. Ça ne veut pas dire que j'ai rien foutu, j'ai bossé comme un dingue pour retourner mes fromages. Okay. Donc c'est complètement en décalage par rapport à l'effort que j'ai fourni par rapport à ça. Et donc il y a tout un ensemble d'autres indicateurs qui pourraient être imaginés. Alors on en a discuté beaucoup hier, dont la conclusion était souvent oui, mais en fait bof. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre là-dessus aujourd'hui encore. Ça risque d'être aussi oui mais bof, mais c'est ça l'idée. Et l'idée c'est que ces outils d'indicateurs, ils ne font pas forcément retourner les informations pertinentes par rapport aux éléments. Alors en plus, s'ils sont individualisés, on peut avoir un contrôle par les pairs, ce qui vient engendrer éventuellement, parce que ça casse bien sûr le soutien social, puis ça facilite le conflit finalement, hein, et puis ça masque aussi tout le processus de ce qu'on parlait hier, de la négociation finalement collective qui est faite sur ces outils-là. Il n'y a pas de négociation collective, ils sont dans le Lean, vous mettez en place le taux de rendement synthétique, point. Il n'y a pas de discussion sur c'est quoi, est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre le taux de rendement synthétique. Et les gestionnaires, dans certains cas, sont peu outillés pour comprendre qu'est-ce que je suis en train de mesurer concrètement. Les acteurs syndicaux qu'on a pu observer s'informent très peu sur ces indicateurs-là. Ils ne savent pas sur quoi sont évalués leurs salariés, ils ne savent pas comment fonctionnent ces outils d'indicateurs, et ils ne sont pas force de négociation, et c'est exactement ce qu'on discutait hier. On disait, effectivement, il y a toute une phase avant qu'ils soient en capacité de négocier pour aller construire finalement le collectif local sur qu'est-ce qu'on va défendre comme point de vue par rapport à ces indicateurs. Et puis, c'est des indicateurs qui sont... c'est un acteur qui peut être favorable ou défavorable à une organisation capacitante, parce qu'on pourrait avoir des indicateurs qui, au contraire, nous permettent de savoir est-ce que ça a été facile aujourd'hui de faire mon activité de travail. Et je vous donne un exemple avec la production de jus de fruits. Donc une des entreprises qu'on a observées, dans laquelle, effectivement, ils ont instauré le taux de rendement synthétique. Et l'idée qui se passe tout simplement, c'est que si j'ai une grosse panne sur mon unité de production, on va bosser comme des dingues pour essayer de ramener, de sauver la production, comme ils disent, sauf qu'à la fin, on n'aura pas un taux de rendement synthétique. Alors oui, je ne vous explique pas le taux de rendement synthétique. Le taux de rendement synthétique, c'est le fournisseur de la machine qui nous dit la machine est capable de produire 1000 pièces par jour. En l'occurrence, on a une usine de jus de fruits, j'espère qu'ils font plus que ça, mais 1000 bouteilles par jour. Ça, c'est mon taux maximal. Et on va calculer en fonction de ça combien j'ai fait en vrai. J'ai fait 800 pièces, donc je vais être à 80% de TRS, etc. Si j'ai une grosse panne sur la machine, je vais peut-être faire 50%. 50%, c'est mauvais. Sauf que j'aurais bossé comme un fou pour réussir à faire 50%. Si j'avais rien fait, peut-être on aurait fait 20%, 25%. Okay. L'équipe qui suit, tout est réparé, la machine, elle marche numéro 1. Ils vont faire 95%, 100%, 99% parce qu'il est parti pisser, et puis c'est tout. Mais nickel, quoi.
Sauf qu'au niveau travail, j'ai rien fait, la machine elle fonctionne. J'ai pas d'effort à faire. Le lendemain, le manager, il dit à l'équipe qui a fait 50%, vous étiez nuls, vous êtes mauvais, vraiment, vous êtes des poulets. Les autres ont fait 100%, bravo, super. La démotivation, évidemment, elle est énorme. Le type, il s'est tué à la tâche, il se fait engueuler. L'autre, il n'a rien foutu. Et donc, il voit aussi un regard derrière l'indicateur, puis un regard sur le manager. Il va dire, il est vraiment con ce manager. Il n'est pas capable de comprendre que l'indicateur indique rien. Et donc, on a des éléments... je te dis, ça va faire mal. Et c'est pas grave, c'est la pause, en fait. Bref, donc l'indicateur, effectivement, ça peut poser problème, alors qu'il pourrait être porté sur l'activité de travail, ce qui n'empêche pas qu'il faut qu'il y ait des indicateurs aussi sur la production. Mais disons si on n'a que ça, c'est difficile de savoir est-ce que la personne a fait un effort, a travaillé dur ou pas. Dernier aspect, sur l'organisation du travail proprement dit, on a tout un ensemble d'éléments. D'abord, sur la manière dont ce qui est d'intéressant dans le guide, c'est que ce qui est une grosse différence, soi-disant, par rapport au taylorisme, c'est qu'on va s'occuper du savoir des travailleurs. C'est eux les experts. Ah, génial. Bon, alors on revient au début, les experts de quoi? C'est les experts du retournement de fromage. On s'entend que ça va poser quelques problèmes. Et alors, justement, en fonction de la perception de ils sont experts de quoi, on va avoir tout un ensemble de choses qui vont varier et qui peuvent faire basculer, du coup, qui peuvent être des freins à rentrer par rapport à ça. Par exemple, on va avoir des cas dans lesquels les objectifs de la phase du groupe Kaizen, par exemple, dans lequel on va discuter avec eux de leur savoir, est prédéfini à l'avance. Voire carrément, c'est on fait ça, mais c'est pour améliorer la gestion du changement, pour éviter la résistance au changement. Et on s'entend déjà, ça part mal. Pour acquérir le savoir, on part mal. Mais on peut avoir des cas dans lesquels, effectivement, c'est carrément un moyen de diminuer le pouvoir des salariés sur la situation. C'est-à-dire qu'on va reprendre leur savoir, puis du coup, on va pouvoir l'utiliser nous, parce que sinon, on ne maîtrise pas ce qu'ils font. Hein, ça a été beaucoup le cas dans certaines usines où il y a comme une dimension un petit peu, un artisanat industriel, où les gens sont hyper compétents sur leur situation, puis les ingénieurs, les managers ne comprennent pas vraiment ce qui se passe, et essayent d'utiliser ça pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue dans la situation de travail et récolter des choses. Il y a des éléments qui viennent bloquer ces discussions, c'est s'il y a des espaces, s'il y a des contraintes, des incitations à participer financières, par exemple, etc. Du coup, ça va guider finalement ce que je vais dire ou ce que je ne vais pas dire derrière ça. Et puis, il y a des acquisitions de nouvelles compétences qui sont indispensables. Si le manager doit aller chercher le savoir, il faut qu'il soit capable de mettre en place un dispositif qui va lui permettre de le faire. Hein. Et là, on voit tout de suite, s'il utilise la cartographie de flux de valeur en disant c'est ça qui va me permettre de récolter des informations, évidemment, c'est un problème. Allez observer, ils vont sur le terrain, dans tous nos cas, quand ils utilisent la cartographie de flux de valeur, ils vont sur le terrain, les 12 cas. Mais ils voient que la tâche. Il y a la bascule à dire, c'est ce que je vois, il retourne ou il ne retourne pas le fromage, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est de savoir pourquoi il le fait, et ça, c'est une compétence à construire et que les managers n'ont pas forcément. Et puis, la participation des salariés, nous on le sait quand on est en ergonomie, ça n'assure pas nécessairement la prise en compte de la variabilité. C'est pas parce que je lui demande qu'est-ce que tu fais comme travail qu'il va être capable de me dire j'analyse la texture du fromage et son aspect olfactif, et donc, non, il va me dire je retourne les fromages. Et donc, du coup, on n'a pas du tout accès directement à ça, et c'est là aussi qu'il y a un besoin de compétences nouvelles. Exemple que je vais abréger. C'est justement un cas qui est très intéressant. C'est une équipe qui avait utilisé sa cartographie de flux de valeur pour analyser une situation de travail qui est extrêmement répétitive, dans laquelle les salariés empilent des tôles pour réaliser un transformateur électrique, mais alors un très gros, qui va à la sortie des usines hydroélectriques, pas les petites poubelles là qu'on a sur nos poteaux chez nous, mais les très gros, tu vois, ici ils feront 71 tonnes, très très gros. Et ils empilent ça pendant une dizaine de jours. Et ils sont plusieurs tout autour, il faut qu'ils se coordonnent, etc. La VSM, qu'est-ce qui est de l'activité
productive, bah, c'est le fait d'empiler. Tout le reste, ça sert à rien. Et les managers étaient relativement déçus du résultat parce que ça leur donnait un mode opératoire où il y avait trois grosses phases, grosso modo en 10 jours. Puis quand ils demandaient aux salariés, bah, qu'est-ce que vous faites, ils disaient, bah, va bien, on empile de la tôle, quoi. Bon, vraiment. Et on leur a proposé, dans ce cadre-là, d'aller un peu plus loin, de dire, est-ce que vous ne pourriez pas demander aux salariés l'autorisation de les filmer, puis après leur montrer le film, puis quand ils font des trucs qui ne correspondent pas aux trois choses, là, leur demander pourquoi, c'est quoi le sens, etc. Puis après discuter aussi avec d'autres acteurs, le superviseur de l'équipe, réunir tout le monde après, puis discuter, est-ce qu'ils partagent ces idées-là. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et là, qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que leurs trois tâches globales, ça représentait que 25% des tâches. Et je ne suis pas dans l'activité encore, on est juste dans... oui, je suis complètement mort, je sais. Dans les tâches. Et là, on voit les petites tâches oranges, c'est effectivement ce qui était prévu, qui est relativement linéaire. Et puis, il y a tous les à côté, où il y a tout un ensemble de modes opératoires. S'il se passe ça, alors ben, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, c'est là. S'il se passe ça, c'est le... Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'ils avaient prévu, et leur outil de départ, effectivement, ne montrait pas grand-chose. Et puis, il y a tout un ensemble d'autres gaspillages que la cartographie ne faisait pas apparaître, que là, ils ont vu. Les tables élévatrices, effectivement, ne faisaient pas l'affaire. L'ambiance lumineuse, ça fait 70 tonnes, donc quand on est en bas, j'ai une certaine ambiance lumineuse, mais quand je suis 3 mètres plus haut, c'est complètement... Alors que le néon n'a pas changé, mais j'ai plus du tout la même ambiance lumineuse. Des problèmes de passation de consignes entre les équipes, tout un ensemble d'autres problèmes qui engendraient des gaspillages qu'ils avaient pas. Et donc là, on voit que le superviseur a tout un ensemble d'autres rôles à prendre en compte. Effectivement, s'il doit passer à un rôle d'animateur de ces questions-là, il y a tout un ensemble de compétences qui se construisent et qui sont loin d'être évidentes à construire. Et puis, ce qu'on a vu aussi comme frein, c'est le fait de prendre en compte la coopération, l'échange entre les salariés. Dans un certain nombre de cas, là aussi, normalement dans le Lean, il y a une dimension coopérative, on travaille en équipe, etc. Et en fait, dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas du tout en équipe. Et patronat comme syndicat peuvent avoir des actions qui bloquent cette dimension-là. Les acteurs syndicaux disant bah, nous on ne veut pas progresser. Si on progresse, il faut qu'on soit payé plus. Pourquoi on ferait nous l'effort de s'organiser pour échanger alors que ça va rapporter à la partie patronale, nous ça ne nous rapporte rien. Alors que ça rapporte aussi sur des aspects éventuellement de sécurité, de prise en compte, de faire baisser la pression aussi. Mais effectivement, c'est vrai que si j'améliore ma capacité d'action, ça améliore pour la partie patronale. Puis si je m'améliore, bah, qui paye quoi. Donc il y avait tout un ensemble de discussions par rapport à ça. Pour conclure, ça va être vite fait. Je vous engage tous à essayer de construire des organisations capacitantes dans vos institutions.